Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler d'un thème parce que je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je ne reçois pas un message ou un commentaire sur YouTube ou un message privé me posant des questions sur la qualité d'image d'un type d'appareil photo. Alors je pense que c'est logique que je fasse un communiqué officiel sur mon opinion. Sincèrement, je pense que les fabricants d'appareils photo n'ont absolument rien à faire de la qualité d'image de ce qu'ils fabriquent. Oui, pour eux, ce n'est absolument pas une priorité. Donc, on va voir pourquoi. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école-de-photographie.com. Je te rappelle que tu peux te former à distance avec eux à la photographie, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. N'oublie pas, si tu ne peux pas attendre la fin de la vidéo, tu peux déjà les contacter en description, c'est indiqué email, site web, téléphone. Et n'oublie pas, si tu le fais de ma part, Eric Gibaud, il t'envoie un petit cadeau, un guide photo, il me semble. Donc, à la fin, je te raconte tout ça. Et n'oublie pas que tu peux aussi te former gratuitement si tu as droit au CPF. Alors, c'est parti. Alors tout d'abord, important, il faut faire une grande différence entre la qualité d'une photo et la qualité d'image. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus, je te laisse le lien ici, mais pour te résumer, si tu peux avoir la vidéo, et la différence est importante. La qualité d'une photo dépend du photographe, c'est-à-dire ce qu'il a fait, le contenu, tout ça. Mais la qualité d'image, ça dépend du matériel que tu as en main. Donc ce qui a été fabriqué, l'appareil photo, les objectifs et tout ça. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Donc là, on ne va pas parler si une photo est bonne ou mauvaise, on va parler de la qualité d'image d'un point de vue technique du matos que tu peux avoir entre les mains. Donc c'est une différence qui est importante, mais tout le monde n'en a pas forcément la notion. Alors tout d'abord, on va définir quelle serait en théorie la plus grande qualité d'image. En théorie, ça serait la vision humaine. Si le mec il est pas bigleux comme moi, il n'a pas de problème de daltonisme et donc il voit parfaitement en direct. Je ne parle pas sur un écran ni rien, non, en direct. Sa vision directe, en théorie, ça devrait être la qualité d'image la plus élevée. Voilà, donc ça c'est le maximum qui serait souhaitable d'atteindre, ou pas, on va voir. Quand on parle de la vision humaine comme meilleure qualité optique, beaucoup de gens pensent à l'œil. En fait, l'œil est un mauvais appareil. C'est un petit capteur, mais ce qui est important, c'est le cerveau qui est derrière. En fait, ce que voit l'œil n'a rien à voir avec ce que voit le cerveau, ce qu'on voit une fois que le cerveau a fait son boulot. Voilà. Donc, en fait, si on fait la comparaison avec l'appareil photo, une chose, c'est l'optique et le capteur, si on parle de capteur ou de film, peu importe. Mais l'important derrière, c'est le processeur qui va faire tout le boulot. Notre cerveau ou dans un appareil photo, le processeur. Donc, il faut parler de toute cette équipe et pas simplement se limiter à la partie de la première capture qui serait dans notre cas l'œil ou dans le cas de l'appareil photo, l'objectif et le capteur ou le film. Voilà. Alors maintenant qu'on a défini quelle serait en théorie la qualité maximum d'image, il faudrait peut-être voir si c'est intéressant ou pas. Alors à partir du moment où moi je vais réussir à faire une photo qui va avoir exactement le même rang dynamique que mes yeux, je vais voir exactement pareil, eh bien je tue l'aspect surprise, l'aspect différent de la réalité, l'aspect artistique que autant de gens recherchent. Donc à partir de ce moment-là, je vais dire « Ah ouais ». Ah ouais, donc ça se limite à un cadrage, évidemment le bon moment, évidemment, et aussi une composition. Mais la partie qui fait qu'une photo est unique, parce qu'elle surprend, parce qu'elle n'est pas forcément comme les réalités, elle est plus sombre, des endroits plus éclairés, des trucs pas parfaits, des trucs comme ça. Tout ce truc que toi tu apportes d'un point de vue peut-être artistique ou dans ton idée, où le propre appareil apporte ces petits défauts qui font une photo unique, disparaissent. Ça veut dire que n'importe qui ayant le même appareil photo que toi, s'il se met au même endroit, le même cadrage, il a exactement la même photo. Donc ça tue complètement ce côté unique de la photo. Et tu te rends compte qu'en fait les gens ils veulent même pas la réalité. Les gens, c'est pas qu'ils veulent ou ils veulent pas. En fait, on a été baigné dans un système qui fait qu'on nous impose nos goûts. Et le résultat, c'est que on veut des choses qui pètent plus que la réalité. Tu regardes les téléviseurs, ils sont plus saturés et plus contrastés que la réalité. Les smartphones, les tablettes, même les écrans d'ordinateur sont plus que la réalité. Ce qui fait que si moi je te sers quelque chose je te sers sur un plateau, quelque chose qui est comme la réalité, tu vas dire ouais, bof, ouais, c'est ce que j'avais vu. Hein. Tu vois, j'ai tué la magie. Donc, aussi bien les gens qui, justement, de manière ironique, c'est une ironie, demandent une meilleure qualité d'image,
quand tu leur donnes, si tu pouvais leur donner, eh bien, ils seraient probablement déçus parce que ça pèterait pas. Ça serait un truc, ouais, comme ils voient. Ça casse complètement l'effet de surprise. Donc, aussi bien l'utilisateur que le fabricant n'est pas vraiment intéressé à t'offrir cette qualité d'image proche ou égale à la vision humaine. Et cependant, chaque fois qu'ils sortent un nouvel appareil photo, ils te disent « Ah, une amélioration du rang dynamique, de 1,5 point, tout ça. » Faut bien dire quelque chose, tu vois. Mais le résultat, c'est qu'en fait, tu te rends compte que ça, peut-être un photographe sur 10 000 et encore le voit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour voir ces qualités, il faut être, par exemple, si une entreprise comme DxO Lab analyse les résultats, ils ont des appareils de mesure et eux, effectivement, ils vont voir la différence et la différence, elle est probablement présente. Quand ils disent que ça augmente d'un demi-point de rang dynamique, souvent, effectivement, c'est correct. Mais Monsieur Tout-le-Monde, quand il a entendu les chiffres, oh, fantastique, oh, ben maintenant la qualité d'image va être bien meilleure, allez, hop, je l'achète. Il ouvre sa photo sur son ordinateur et il voit aucune différence. S'il est honnête, il voit aucune différence. S'il est pas malhonnête, parce qu'en fait, c'est une question d'honnêteté, mais probablement s'il dit voir quelque chose, souvent c'est parce que inconsciemment il est influencé par ce qu'on lui a vendu et non pas parce qu'il voit réellement. Parce qu'en fait, pratiquement personne regarde les photos de manière correcte. C'est-à-dire que pour voir sur ton ordinateur la photo comme elle est réellement faite par ton appareil photo, d'abord il faudrait que tu aies un écran qui soit parfaitement calibré en couleur et en contraste. Ça serait le premier truc. Mais non seulement ça, il faut que tu n'aies pas de lumière directe vers l'écran, aucun reflet, que tu aies une visière autour pour éviter qu'il y ait plus de lumière sur les bords ou un reflet. Il faut être dans une salle avec les murs peints gris 18%, avec une lumière calibrée aussi, donc une ambiance totalement parfaite pour arriver à voir les résultats et pas un écran de Monsieur Tout-le-Monde non plus. Donc en fait, tu te rends compte que pratiquement personne ne va pouvoir voir cette amélioration. Donc le résultat, c'est que les gens vont être déçus. Donc ils vont être déçus, ils vont pas voir une amélioration. Alors certains ils vont dire oui, quand je récupère les ombres, bah ouais, je récupère un peu mieux. Ouais, soit. Mais ne crois pas qu'après ça va vraiment. Tu vois la photo dans l'ensemble et 3/4 du temps tu t'en rends pas vraiment compte. Et si tu imprimes, tu vois vraiment encore moins. Ça veut dire que les fabricants te vendent ce demi-point ou ce point extra de rang dynamique, souvent va entraîner de la déception. Et les gens attendaient une vraie amélioration, un truc qui allait péter, et ça ne pète pas. Donc il faut absolument qu'ils se centrent sur d'autres arguments qui vont attirer le client. Des choses qui sont beaucoup plus attirantes par des chiffres importants. Voilà, beaucoup plus qu'une amélioration de la qualité d'image. Donc on va voir ces thèmes qui vraiment attirent. Et en fait, tu vas te rendre compte que les ventes, présentations d'appareils photo, vont toujours dans la même ligne. C'est-à-dire que toutes les marques font à peu près la même chose en même temps. Parce qu'il est important d'essayer de pousser les gens vers des chiffres qui enivrent, comme on dit. Et par exemple, on a eu la première phase des ISO élevés. Alors évidemment, quand les ISO à 400 ISO, ta photo, tu avais l'impression que c'était une pizza tellement il y avait de bruit, bah oui, c'est urgent d'améliorer. Mais à partir de 1600 ISO, 3200 ISO, propre, n'importe quel photographe de la vieille guerre te dira que c'est plus que suffisant pour faire n'importe quelle photo. Il n'y a que maintenant que les nouveaux qui pensent que sans avoir 50 000 ISO, tu peux rien faire, quoi. C'est quand même du gros délire. Mais enfin bref. Donc, ils profitent de ça pour séduire. C'est-à-dire, si je te dis que tu peux faire des photos à 100 000 ISO avec ta appareil photo, tu te vois déjà, waouh, c'est incroyable, tu vois, je peux vraiment faire des photos à 100 000 ISO. Et moi, je te pose la question, et quand est-ce que tu as besoin de 100 000 ISO ? Ben, probablement jamais. Probablement jamais. Si tu as déjà 6400 ou 12 800 ISO utilisables, là, à mon avis, tu peux venir ce que tu veux, voir ce que tu veux, il n'y a aucune importance. Donc, c'est maintenant que tu te rends compte que petit à petit les gens se rendent compte et la guerre des ISO est en train d'agoniser un petit peu parce que tout le monde arrive à avoir des ISO plus ou moins acceptables. Et en fait, même si tu as un appareil photo qui te permet d'avoir 25 000 ISO propres, probablement tu vas pratiquement jamais utiliser les ISO aussi élevés, surtout si tu t'y connais vraiment en photographie. Je veux vexer personne, mais probablement tu n'en as pas besoin parce que tu comprendras que en montant les ISO, tu tues le rang dynamique. En montant les ISO, ça améliore pas la qualité de la lumière, simplement tu vois mieux ce qu'il y a. Mais si c'était mal éclairé, ça continue à être mal éclairé, mais simplement tu vois mieux, la merde est plus visible. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, ça, cette guerre
a attiré beaucoup de gens parce que c'est des chiffres qui attirent, qui séduisent, qui enivrent. Après, on parle sur la guerre des pixels. Alors, c'est quand même incroyable que tu vois des gens qui pensent qu'on ne peut rien faire avec 15 ou 16 millions de pixels. J'ai vu des photos d'un copain qui l'a fait avec un Canon 300D, qui a donc maintenant plus de 15 ans, qui a 5 millions de pixels, imprimé sur 1 mètre sur 1 mètre 50, et c'est nickel. Donc, il est important que les gens ne sachent pas ça. Il faut absolument que tu crois qu'avec moins de 40 millions de pixels, tu es mort. Donc, tu as un mec qui va mettre son fric dans un appareil photo de 40 millions de pixels, il va t'expliquer qu'avec ça, il peut imprimer de la taille d'un immeuble, mais un truc qui est marrant, c'est qu'il n'a jamais imprimé une photo de sa vie. Donc, s'il avait imprimé, d'abord, il saurait qu'il n'y a pas besoin de 40 millions de pixels. Deuxièmement, il saurait que il va sûrement jamais faire une photo pour la taille d'un immeuble, et même avec moins de millions de pixels, il pourrait quand même le faire pour plein de raisons techniques. Ok, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et donc, il te dit, quand tu lui expliques ça, que ouais, mais ça me permet de recadrer sans perte. Bah, je perds, mais c'est encore utilisable. Oui, oui, mais tu oublies un truc, c'est qu'à partir du moment où tu recadres, ça veut dire que toi, tu n'étais pas à la distance de ton sujet, comme si tu avais directement le bon objectif. Ça veut dire que la perspective ne sera pas la même, et la profondeur de champ ne sera pas la même non plus. Donc, peut-être pour toi, c'est pas important, mais que tu saches que ça c'est pas la même chose recadrer que prendre directement le bon objectif. Donc, comme les gens ne pensent pas à ça ou oublient ça, ça permet de leur vendre des millions et des millions de pixels et leur faire croire que leur appareil photo est obsolète parce qu'ils n'ont pas 40-45 millions de pixels, qu'avec 16, ils ne peuvent pas vivre. Et voilà, donc encore des numéros qui séduisent. Après, autre numéro qui séduit, quand on se souvient l'instant précis de Cartier-Bresson, eh bien l'instant précis, il faut être là et faire le clic au bon moment. Donc plus je vais te vendre de rafales rapides de photos, plus tu vas te sentir sûr de toi. Donc c'est pas la même chose de dire que ton appareil photo fait 3 images secondes que te dire qu'il peut faire 100 images secondes. Parce que si je te dis qu'il peut faire 100 images secondes, toi c'est clair dans ta tête que tu vas plus louper une seule photo. Donc c'est un chiffre qui séduit. Après tu vois un paquet de mecs, ils n'ont jamais besoin de rafale. Tu fais des photos à un caillou, sauf si le caillou s'envole, mais alors là c'est pas le jour de faire des photos. Hein. Enfin cette blague j'avais déjà fait. C'est pas le jour de faire des photos, mais enfin là tu vas sans doute pas utiliser de rafale. Donc ce chiffre qui séduit, un truc qu'ils n'ont peut-être pas, dont peut-être pas besoin. Un truc qui vend énormément, c'est la vidéo. Et tu te rends compte qu'énormément de gens ont un appareil photo qu'ils ont acheté pour la partie vidéo et eux ils font pas de vidéo. Simplement ça les a séduits. Alors c'est important de séduire. Avant on faisait du Full HD à 1080 pixels de haut. Maintenant il faut faire du 4K. Après il y a du 6, il y a du 8. Et des gens qui achètent des appareils photo pour faire de la vidéo, ils vont jamais faire de vidéo et ça fait du 8K, ils n'ont même pas d'ordinateur qui permet de faire tourner la vidéo pour l'éditer. Donc le résultat, c'est qu'ils ont été séduits par un chiffre élevé dont ils n'ont absolument pas besoin et ils ne savent même pas comment s'en servir ou ils n'en s'en serviront jamais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc ça, c'est encore des chiffres qui séduisent. Moi, je pense que dans cette guerre de chiffres, il y a à mon avis un seul truc qui peut vraiment séduire et je vois vraiment utile, c'est la stabilisation. Plus un appareil photo peut être stabilisé de manière élevée, plus ça va te permettre de faire pas mal de choses en basse lumière sans monter les ISO par exemple, qui a beaucoup d'avantages à pas monter les ISO. Donc pour moi la stabilisation c'est peut-être le chiffre le plus intéressant sur plein de points de vue où tu veux faire de la vidéo, le fait de pouvoir te déplacer et plus ou moins ça soit stabilisé bien sans avoir besoin d'un gimbal et tout ça, il y a beaucoup d'avantages. Mais donc tu te rends compte que les 3/4 des gens vont être séduits par des chiffres de choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Mais ce sont des chiffres qui sont beaucoup plus séduisants pour te faire changer l'appareil photo que te dire que la qualité d'image s'est améliorée, surtout parce que tu ne vas pas la voir. Sérieux? Tu crois qu'ils ne sont pas capables d'avoir aujourd'hui la meilleure qualité d'image? Sérieux, tu crois que des boîtes de la taille de Sony, Canon ou Fuji, parce que c'est ceux qui ont sans doute le plus de thunes, certains vont dire Nikon, mais Nikon est dans les choux financièrement depuis longtemps, donc on oublie. Les autres, bon, ils font comme ils peuvent pour survivre. Et donc ces trois-là qui sont 3 géants, tu crois qu'ils ne peuvent pas t'offrir cette qualité? Eh bien oui, je suis désolé, ils peuvent te l'offrir sans aucun problème. Quand tu vois des softwares comme DxO Lab
ou Topaz qui te refait les RAW avant te reprépare les RAW, ou te refait la netteté, ou t'augmente la résolution, la définition de tes photos dans ton ordinateur de manière spectaculaire. D'ailleurs, tu prends une photo que tu as fait il y a 10 ans avec ton appareil photo et tu la remoulines dans un software actuel, un programme actuel en 2022, tu vas voir que tu as l'impression d'avoir un nouvel appareil photo. Parce qu'en fait, tout est dans le procédé ou le processus qui se fait après la photo. C'est là vraiment qu'une photo gagne énormément. Donc, il suffirait pour ces géants d'acheter la technologie à Topaz ou DxOLAB, de mettre des processeurs plus puissants dans leurs appareils photo et d'intégrer tout ça et t'offrir directement depuis l'appareil photo cette énorme qualité que tu obtiens avec ces softwares. Mais pourquoi ils ne le font pas alors? Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Si aujourd'hui je te donne un appareil photo qui te donne déjà l'image avec le maximum de qualité, eh bien tu vas arrêter d'écouter les numéros style les chiffres, style les ISO élevés, la rafale. Tu vas arrêter d'écouter parce que tu auras une satisfaction au niveau de l'image. Donc voilà, c'est bon, je l'ai. Ok, la rafale c'est pas la plus élevée, mais c'est pas un drame et tout ça. Donc en fait, cette qualité d'image qu'ils ne te donnent pas, c'est la carotte qui fait que tu continues à courir en voyant seulement les autres chiffres qui est la rafale, le ceci, le cela. Parce que de toute façon, si ils te centrent trop sur la qualité d'image, tu vas être déçu parce qu'ils ne te la donnent pas, tu vois. Donc, évidemment, s'ils voulaient, aujourd'hui, ils pourraient te donner la qualité maximum d'image. Pourquoi tu crois que les optiques chinoises ont de plus en plus une bonne réputation? Parce qu'il y a quelques années, on les regardait comme avec des daims, quoi, tu vois. Et puis tu te rends compte que tu étais artisan, cet artisan, Viltrox, enfin, il y en a plusieurs, sont en train de monter, parce qu'en fait, tu te rends compte que même si optiquement, elles ne sont pas parfaites, eh bien, une fois que tu les passes à la moulinette dans ton ordinateur, eh bien là, tu dis, mince, là, mon optique à 100 euros, j'ai des résultats qui sont très semblables à mon optique à 1000 euros ou à 3000, tu vois. Donc là, tu commences à dire, donc c'est bien, l'important, c'est bien le processus qu'il y a derrière, plus que ce qu'il y a en amont. Ou en aval, ouais, enfin bon, tu regardes dans l'ordre que tu veux, ok. Et ça veut dire qu'en fait, tu te rends compte que les fabricants, ça fait un petit moment qu'ils se moquent de nous, quoi. Qu'en fait, s'ils avaient vraiment mis du bon boulot au niveau des processeurs, des systèmes et tout ça, tu n'aurais peut-être pas besoin de claquer des optiques à 3000 euros ou à 5000 euros, tu vois. Tu pourrais peut-être faire ça avec des trucs plus économiques. Mais voilà, l'important c'est de faire croire que tout est dans l'optique et dans l'appareil photo. Alors qu'en fait, c'est ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc, on comprend maintenant pourquoi les optiques chinoises ont de plus en plus de succès, parce que beaucoup de gens se rendent compte que une fois que tu es passé à la moulinette, c'est compliqué de voir vraiment une différence aussi flagrante. Et maintenant, le moment humour, si on ne l'avait pas encore fait, eh bien, moi, ce qui me fait marrer, c'est que beaucoup de ces gens qui réclament une qualité d'image impeccable, eh bien, après, ils ouvrent leur ordinateur, ils rentrent sur un programme, ils mettent un preset style orange and teal ou bleu et marron ou je sais pas quoi, et ça donne un look complètement différent à la photo originale. Donc là, d'un coup, ils sont en train de foutre en l'air tout le fric qu'ils avaient mis dans leur super appareil photo pour avoir une soi-disant super qualité d'image. Attention, là je critique pas la qualité de la photo, ni le style, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et il y a des photos qui sont excellentes avec un look comme ça, mais simplement, ils ont payé pour une soi-disant qualité d'image, et à partir du moment où tu claques sur les contrastes, que tu changes les couleurs et tout ça, tu es en train de tuer tout ce que tu avais payé. Et donc, voilà, c'est un petit peu une incohérence de réclamer ça pour après foutre une grosse claque au fichier, tu vois. Donc, les fabricants le savent très bien. Ils savent très bien ça, donc il faut qu'ils te séduisent avec des super chiffres, du délire, rafale, tout ça, parce que la qualité d'image, finalement, toi aussi, tu n'en as pas vraiment grand chose à faire, tu vois, parce que de toute façon, tu vas lui donner une grosse claque en post-processus. Donc, volontairement ou non, parce que quelquefois ça te fait un JPEG directement de l'appareil photo, tant bien il s'est pris une claque, tu vois, ton RAW, tu vois. Donc réellement, les fabricants ne sont pas bêtes, ils le savent, et ils profitent de ça pour nous vendre des histoires de la fumée en fait. Voilà, ils nous vendent de la fumée, simplement. Voilà. Et toi, tu crois qu'un jour tu auras enfin la super qualité d'image et qu'en fait cette qualité d'image, tu en as pas vraiment besoin non plus. Donc voilà, c'est trop marrant comme situation, non? Et ben voilà, tu comprends mon opinion
pourquoi je pense que n'importe quel appareil photo qui a moins de 10 ans, même un peu plus je dirais, mais moins de 10 ans, a une qualité d'image parfaite si derrière tu fais un processus correct de développement du RAW ou même certains en JPEG direct, ça va déjà bien, tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment de la fumisterie, se moquer de nous. La qualité d'image n'est absolument pas une priorité pour les fabricants parce que ça ne vend pas. Alors ben voilà, merci d'avoir vu les vidéos. Donc on va dire merci à notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com. Je te rappelle qu'il te permet de te former à la photographie. Il y a plusieurs niveaux, hein, depuis débutant, même tu peux devenir un amateur averti, ou tu veux devenir un professionnel, ils proposent même le bac pro. Hein. Donc ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Les formations c'est de 8 à 12 mois et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Donc, tu as des exercices à faire, tu les montres sur la plateforme, les professeurs te corrigent et tout ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Déjà, il y a pas mal de commentaires de gens qui ont dit que c'était pas mal, tu vois. Et donc, dont certains ont fini, ont dit que ça avait été très bien, et donc ils ont recommandé aussi. Donc, bon, tu vois, c'est pas mal, quoi. Donc, tu peux avoir cette formation gratuitement si tu as le droit au CPF. Donc la plupart des gens qui travaillent en France ou qui ont travaillé ont le compte personnel de formation. C'est gratuit, simplement c'est une petite cagnotte qui se crée chaque année. Et voilà, donc à un moment tu peux l'utiliser pour te former, pas forcément pour travailler dans ce que tu vas te former, mais simplement ça va être pour ton loisir. Alors, attention, si tu vas être à la retraite bientôt, inscris-toi avant. Tu peux faire la formation une fois que tu es à la retraite, mais il faut être inscrit avant d'être à la retraite. Donc n'oublie pas ça. Donc je te conseille de contacter Arvia. Description ci-dessous. Dans la description, il y a le email, le téléphone et le site web. Donc si tu les contactes, dis-le, c'est de ma part, parce que tu reçois un guide photo. Alors je dis toujours un petit truc quand je parle de Arvia. Eh bien, je vais te donner un petit truc que j'ai peut-être dit d'autres fois. Quand on parle du fameux rang dynamique, eh ben, si tu veux voir le rang dynamique de ton appareil photo, c'est tout simple. Tu fermes les yeux comme ça. Et c'est comme ça que voit ton capteur. Donc quand tu fais comme ça, si tu vois les zones d'ombre correctement, eh bien la lumière est dans le bon sens, donc il n'y a pas de problème. Si tu vois comme ça et les zones deviennent toutes noires, ton capteur il va voir comme ça, donc tu vas avoir un problème. Donc là, il faut ou que tu fasses un HDR, c'est-à-dire plusieurs photos que tu empiles, ou il va falloir que tu mettes de la lumière toi-même. Voilà, donc c'était le petit truc de Arvia. Merci d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web est rigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo est rigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo France, des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Il y a aussi maintenant sous les vidéos un petit cœur avec $1 et tu peux faire un don directement sous mes vidéos. Je te remercie, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.